Bonjour à tous, c'est encore moi, Monsieur Dark Web. Aujourd'hui, je vous présente une histoire que j'ai trouvée sur un forum fermé de CNET consacré à l'ingénierie sociale et à l'influence psychologique. Il s'agit de la confession d'un homme connu sous le pseudonyme de SableMind, un spécialiste des techniques de manipulation qui, pendant 5 ans et demi, a transformé sa vie en un laboratoire d'études de la conscience humaine. Aujourd'hui, je vais m'écarter de mon format habituel. D'habitude, je vous parle de cybercriminalité, d'attaques de pirates informatiques, de commerce sur le darknet, des choses qui peuvent être mesurées en bitcoin volés ou en bases de données piratées. Mais ici, il s'agit d'autre chose. Il n'y a pas de drogue, d'armes à feu ou de vols ici. Mais ce qu'a fait SableMind est peut-être plus effrayant que n'importe quel crime. Il a méthodiquement détruit la psyché des personnes qui lui faisaient confiance. Collègues, amants et même sa propre famille. Tous sont devenus les sujets de son expérience de contrôle du comportement humain. L'histoire de SableMind nous montre la face cachée de l'ingénierie sociale. Non pas celle utilisée par les pirates pour pénétrer dans les systèmes des entreprises, mais celle qui cible les éléments les plus vulnérables de l'être humain. Sa confiance, son estime de soi et sa capacité à distinguer la vérité du mensonge. Il révèle les mécanismes de contrôle psychologique qui peuvent transformer un responsable informatique ordinaire en marionnettiste tirant les ficelles invisibles des émotions humaines. Mais le plus effrayant dans cette histoire, ce ne sont pas les méthodes qu'il a utilisées, mais la façon dont il est progressivement devenu l'otage du système qu'il avait créé. L'homme qui a appris à contrôler les autres a fini par perdre le contrôle de lui-même. Mettez-vous à l'aise, éteignez les notifications de votre téléphone et préparez-vous à plonger dans l'esprit d'un homme qui a fait de la manipulation psychologique un art avant de découvrir qu'il ne pouvait plus faire la différence entre la sincérité et le calcul, même en lui-même. Je ne sais pas pourquoi j'écris ceci. Peut-être pour systématiser mon expérience, peut-être pour entendre que quelqu'un d'autre en est arrivé là, ou peut-être simplement pour comprendre où exactement j'ai cessé d'être moi-même pour devenir un système. Mon surnom est SableMind. J'ai 34 ans, je vis en France et je travaille dans la tech. Pas un programmeur, un gestionnaire de projet de niveau intermédiaire. Je coordonne une équipe, je communique avec les clients, je surveille les délais. Une vie de bureau normal où le succès ne dépend pas du code, mais de la façon dont vous travaillez avec les gens. Il y a 5 ans et demi, j'étais une personne différente, silencieuse, efficace, pratiquement invisible. J'étais utilisé dans le collectif, les filles me regardaient, les patrons m'utilisaient comme une fonction commode. Je n'en voulais pas au monde entier, mais je me sentais comme un personnage de second plan dans la vie des autres. Tout a changé par accident. Je cherchais sur Internet des moyens de résoudre les conflits au sein de l'équipe. À l'époque, 2 développeurs se livraient une guerre froide à propos de l'architecture du projet. Je suis tombé sur un forum consacré aux techniques de persuasion, de la psychologie ordinaire semble-t-il. Mais dans les commentaires, quelqu'un a mentionné le terme gaslighting. Intéressant. J'ai commencé à creuser plus profondément. Des forums privés, des groupes Discord ou WhatsApp, puis j'ai trouvé des ressources sur le dark web. Ingénierie sociale, influence psychologique, techniques de manipulation. Je l'ai lu comme de la littérature technique, sans émotion, en étudiant simplement les mécanismes. La première expérience a été presque accidentelle. Claire travaillait dans notre équipe, une conceptrice de mise en page talentueuse, mais très peu sûre d'elle. Elle posait toujours des questions, doutait de ses décisions. J'ai décidé d'essayer la technique de la flatterie sur elle. Claire, vous avez une approche particulière du détail. D'autres le font de manière fonctionnelle, mais vous créez un système. C'est un talent rare. Cela semblait naturel, parce qu'il y avait une part de vérité. Mais l'effet est surprenant. Elle s'est redressée, a pris confiance en elle. Elle a commencé à prendre plus de responsabilités, à cesser de me demander la moindre chose. Et surtout, elle a commencé à me traiter comme une personne qui la comprenait. Au bout d'une semaine, j'ai essayé la combinaison. J'ai d'abord félicité son travail, et lorsqu'elle était un peu en retard, j'ai eu recours à l'agression passive. Je pensais que vous étiez du genre à tenir parole. Apparemment, j'ai surestimé, elle est devenue pâle, a commencé à s'excuser, à faire des excuses. Elle a travaillé toute la nuit pour se rattraper. Et j'ai compris comment ça marche. Vous pouvez contrôler les réactions émotionnelles des gens si vous connaissez les bons boutons. À partir de ce moment, j'ai commencé à étudier mes collègues comme un programmeur étudie le code. Tout le monde avait des faiblesses, le besoin de reconnaissance, la peur de se tromper, le désir d'être spécial. Julien, du département des tests, réagissait douloureusement aux doutes sur ses compétences. Marina, de la conception, fondait devant les compliments sur sa vision créative. David, le développeur, détestait être interrompu. J'ai cartographié leurs traits psychologiques et j'ai commencé à agir. Pas de manière agressive,
mais avec prudence, comme un chirurgien. Dimitri aurait-il dû vérifier le code de manière plus approfondie? Je doutais de ses conclusions, mais avec délicatesse. Voulait-il que Marina fasse des heures supplémentaires? J'ai fait l'éloge de ses solutions précédentes et lui ai demandé une approche créative de la nouvelle tâche. Les résultats ont dépassé les attentes. Au bout de 3 mois, je suis devenu le centre informel de l'équipe. Les gens venaient me demander conseil et mon avis était pris en compte dans la planification. La direction l'a remarqué. Les projets ont commencé à être livrés à temps et les conflits ont disparu. Mais la découverte la plus importante s'est produite dans ma vie personnelle. J'ai rencontré une fille par l'intermédiaire de connaissances communes. Camille, 26 ans, travaillait dans le marketing. D'habitude, il m'était difficile d'entretenir une conversation avec des femmes séduisantes. Je me perdais, je disais des platitudes. Mais maintenant, j'avais les outils nécessaires. J'ai étudié son profil sur les médias sociaux et j'ai réalisé qu'elle doutait de sa valeur professionnelle, beaucoup de messages sur la difficulté de progresser dans sa carrière. Le premier soir, je lui ai dit « Vous savez, vous avez quelque chose en vous que la plupart des spécialistes du marketing n'ont pas. Vous pensez aux gens, pas seulement aux chiffres. C'est rare. » Ses yeux se sont illuminés. Nous avons parlé jusqu'au matin. Elle m'a parlé de son travail, de ses projets, de ses rêves. J'ai écouté attentivement et j'ai reflété ce qu'elle voulait entendre à propos d'elle-même. La relation s'est développée rapidement. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait une alchimie entre nous. C'est parce que je lui ai donné exactement l'attention et la compréhension dont elle avait besoin. Lorsqu'elle était hésitante, je lui donnais confiance. Lorsqu'elle était trop confiante, je l'ai gentiment ramenée sur terre, créant ainsi un sentiment de profondeur dans notre relation. 6 mois plus tard, elle avoue « Avec toi pour la première fois, je me sens vraiment comprise. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'ampleur des possibilités. Je n'ai pas seulement appris à influencer les gens, j'ai appris à créer pour eux une réalité dans laquelle je devenais indispensable. Ce pouvoir était enivrant. Parallèlement, ma carrière a décollé. J'ai été promu chef de projet senior. Mon salaire a augmenté de 40%. J'ai commencé à recevoir des primes pour gestion efficace de l'équipe et création d'une atmosphère de travail positive. À la fin de la première année de l'expérience, je me suis assis et j'ai résumé les résultats. Croissance professionnelle, stabilité des relations, respect des collègues, stabilité financière, toutes les choses qui me manquaient auparavant. Et tout cela grâce à la compréhension d'un principe simple. Les gens veulent certaines émotions. Et si vous savez les leur donner, ils sont prêts à vous donner n'importe quoi en retour. À l'époque, il m'a semblé que j'avais simplement acquis une meilleure compréhension de la psychologie, que j'avais appris à être plus sensible et plus attentif aux autres. La première année a été une période de découverte et d'excitation face à de nouvelles possibilités. Je me sentais comme une personne qui avait soudainement acquis un super pouvoir. Mais il s'est avéré que les super pouvoirs ont un prix, et je ne savais pas encore quel prix je devrais payer pour pouvoir être ce que les autres voulaient que je sois. La deuxième année a marqué un tournant. J'ai cessé d'expérimenter et j'ai commencé à construire un système. Les techniques individuelles se sont transformées en une méthodologie globale d'influence. L'éclairage au gaz s'est avéré particulièrement efficace dans l'environnement de travail. Lorsque le développeur Rémi s'est plaint que je ne l'avais pas prévenu d'un changement d'exigence, j'ai répondu calmement. Je pensais que nous en avions discuté lors de la réunion de planification de mardi. Vous avez même hoché la tête. Distrait peut-être? J'ai supprimé mes messages sur les forums de discussion qui faisaient référence à de prétendus accords verbaux. Au bout d'un mois, Rémi a commencé à enregistrer nos conversations et me demandait constamment de les répéter. Il ne contestait plus mes décisions. Parallèlement, j'ai développé la technique des doubles messages. Cela a parfaitement fonctionné avec Claire, par exemple. Ce matin, je me suis dit, ta mise en page d'hier était excellente. 1 heure plus tard, je pensais qu'après le succès d'hier, vous mettriez la barre plus haut. Mais je suppose que c'était un incident isolé. Elle était perdue, ne sachant pas ce qui n'allait pas. L'incertitude la tenait en haleine, la poussant à rechercher mon approbation. Je faisais le profil psychologique de mes collègues. Sophie, responsable marketing, réagissait douloureusement aux allusions à son âge. Laurent, responsable des ressources humaines, se targuait de son érudition, mais n'était pas sûr de lui sur les questions techniques. J'ai utilisé la technique de l'incompréhension feinte. Paul, tu es un intellectuel. Peux-tu expliquer le terme en termes humains? Il a passé une demi-heure à expliquer des choses qu'il ne comprenait pas vraiment, se sentant stupide. À la fin de l'année, je contrôlais l'atmosphère émotionnelle de l'équipe. Je pouvais créer des tensions par un regard ou désamorcer la situation par un commentaire. J'ai été promu cadre supérieur. Mon salaire a augmenté de 30%. Ma vie personnelle s'est compliquée. Les relations avec Camille sont devenues prévisibles. J'ai appris toutes ses faiblesses. J'ai commencé à avoir des relations parallèles. Manon est une styliste d'une entreprise partenaire qui vient de rompre avec son petit ami. J'ai utilisé la pitié. Je lui ai parlé de son enfance difficile et j'ai créé l'image d'un homme vulnérable. Elle y a complètement adhéré. Chloé est une collègue ambitieuse d'un autre département. Avec elle, je suis devenu un mentor, quelqu'un qui voit son potentiel. 3 filles, 3 masques,
3 mondes différents. Chacune d'entre elles pensait que notre relation était spéciale. Avec Camille, j'étais un partenaire compréhensif. Avec Manon, un romantique. Avec Chloé, un mentor. Les techniques sont devenues plus sophistiquées. J'ai maîtrisé l'utilisation de la particule « ne pas ». Le subconscient ignore la négation. Les phrases « ne t'inquiète pas » ou « ne t'inquiète pas » ne font qu'augmenter l'anxiété. Cela a parfaitement fonctionné avec Claire, qui était anxieuse, a commencé à utiliser la dévalorisation, des coups subtils sous forme de critiques. Par exemple, ce n'est pas mal pour le niveau local. On est loin des normes internationales, mais on progresse. Chaque commentaire a ébranlé ma confiance, m'a fait rechercher mon approbation. J'ai créé un système permettant de contrôler les gens par le biais de leur faiblesse psychologique. Je pouvais les faire se sentir coupables de quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Je pouvais les rendre dépendants de mon opinion. Je pouvais leur faire ressentir n'importe quelle émotion au bon moment. Le travail n'apportait pas seulement de l'argent, mais aussi du pouvoir. J'ai reçu des commissions officieuses. Des collègues m'ont demandé de leur glisser un mot ou de les aider à résoudre un conflit. Je vendais des informations sur l'humeur de l'équipe au service des ressources humaines d'autres entreprises. En 2 ans, il est passé du statut de manager invisible à celui de personnage clé du bureau. Les gens venaient lui demander conseil, lui confier des secrets, chercher du soutien. Et j'ai utilisé chaque parcelle de confiance pour développer mon influence. Le plus beau n'était pas l'argent. C'était le sentiment de contrôler totalement les émotions de quelqu'un d'autre. Je pouvais faire en sorte qu'un homme fort se sente comme un enfant, peu sûr de lui. Transformer une femme indépendante en quelqu'un qui ne pouvait pas prendre de décision sans mon approbation. C'était le pouvoir dans sa forme la plus pure, sur ce que les gens pensent d'eux-mêmes, du monde, de moi, et je commençais à peine à en explorer les possibilités. Les 3e et 4e années ont marqué l'apogée de mes capacités. Je n'appliquais plus les techniques, je les vivais. Chaque mot, chaque geste, chaque pause était conçu pour obtenir la bonne réaction. Commence à expérimenter les méthodes d'influence les plus subtiles. La communication schizophrénogène, un retour d'informations désordonné qui crée le chaos dans la perception de la victime. J'ai mené une véritable expérience avec l'un de mes nouveaux employés. Théo. Lundi, je l'ai ignoré complètement. J'ai fait semblant de ne pas entendre ses questions. Mardi, j'ai fait très attention, je l'ai félicité pour chaque petite chose. Mercredi, indifférence à nouveau. Jeudi, je l'ai critiqué pour les mêmes actions que celles dont je l'avais félicité mardi. Un mois plus tard, Théo a commencé à s'inquiéter de mes apparitions. Il ne savait pas à quoi s'attendre de ma part, essayant constamment de deviner mon humeur. Sa productivité a chuté et il a commencé à commettre des erreurs qu'il n'avait jamais faites auparavant. Ses collègues ont commencé à le considérer comme un employé à problème. J'ai étudié des techniques plus exotiques, suscité des réactions psychosomatiques, créé une association entre un état d'impuissance et un déclencheur externe. Lorsque j'avais des conversations difficiles avec des employés, critiquer, traiter des erreurs, créer des situations stressantes, j'utilisais toujours les mêmes conditions. Par exemple, je buvais toujours du café à la cannelle pendant ces conversations où je portais un certain parfum. Je répétais cela chaque fois qu'une personne se trouvait dans un état émotionnel critique. Manon a commencé à se sentir mal à l'aise avec l'odeur de la cannelle. Elle avait des maux de tête et des tensions intérieures. Chloé est devenue anxieuse lorsqu'elle a senti mon parfum. Elle s'attendait automatiquement à une conversation désagréable. Elles n'ont pas compris le lien, l'assimilant à du stress ou de la fatigue. La technique de l'effacement de l'image de soi s'est révélée particulièrement destructrice. Elle consiste à saper systématiquement l'estime de soi en remettant en question l'identité fondamentale d'une personne. Avec un collègue masculin, il a utilisé des phrases telles que « China que quel genre d'expert êtes-vous si vous n'êtes pas capable de réaliser une tâche simple? Il est étrange qu'un homme de votre expérience fasse de telles erreurs. Chaque remarque portait atteinte à son estime de soi professionnelle. Ils ont commencé à douter de leurs compétences, à chercher la confirmation de leurs compétences dans de petites choses et sont devenus dépendants de mes évaluations. La famille est également devenue un terrain d'expérimentation. Avec ma mère, j'ai utilisé une combinaison de techniques. Le problème est en toi et susciter la pitié. Lorsqu'elle essayait de donner des conseils ou de critiquer mon mode de vie, je retournais la situation avec des phrases similaires. Je me rends compte que je vous déçois. Vous avez probablement raison, je suis un perdant. J'ai essayé toute ma vie, mais je ne suis toujours pas assez bien pour tes critères. Elle s'est immédiatement mise en mode défense, a commencé à me réconforter, se sentant coupable de mes affirmations injustes. Une demi-heure plus tard, elle s'excusait déjà et proposait son aide. La technique de la destruction des objectifs fonctionnait parfaitement pour les personnes ambitieuses. Lorsqu'un collègue me parlait de ses projets ou de ses rêves, je sapais soigneusement sa motivation avec des phrases comme celle-ci. « C'est une idée intéressante. Êtes-vous sûr que le marché est prêt pour cela ? Ou bien,
Cela semble ambitieux. Dommage qu'il faille beaucoup de ressources pour le réaliser, ce dont nous ne disposons pas. Ou bien, c'est un bon objectif, mais à votre place, je résoudrai d'abord les problèmes actuels. La personne a progressivement perdu son enthousiasme et a commencé à douter du réalisme des plans. Son énergie a été redirigée vers la recherche de l'approbation et la résolution d'obstacles imaginaires que j'avais créés. Dès la 4e année, ma réputation au sein de l'entreprise était impeccable. J'étais devenu la psychologue attitrée de l'équipe. On venait me voir pour des problèmes personnels, on me demandait des conseils, on me confiait des secrets. La direction me considérait comme quelqu'un qui sait travailler avec les gens. J'ai été promu chef d'entreprise. Mon équipe est passée à 15 personnes. Mon salaire a doublé. Mais surtout, j'ai eu accès à un plus grand nombre de sujets de tests. La vie personnelle est devenue encore plus compliquée. En plus de mes 3 principales petites amies, j'avais plusieurs relations de secours. Des femmes que je gardais sous le coude pour des occasions spéciales. Chacune d'entre elles pensait que nous avions une relation spéciale. Le système était si bien rodé que je pouvais prédire les réactions des gens avec une grande précision. Je savais quel mot allait culpabiliser une personne, quel ton allait provoquer de l'anxiété, quel geste allait créer un sentiment d'intimité. J'ai commencé à recevoir de l'argent de l'extérieur. Certains directeurs me payaient pour des soi-disant conseils de gestion personnelle. En fait, pour enseigner des techniques de manipulation, des agences de ressources humaines ont commandé des portraits psychologiques d'employés de valeur d'autres entreprises. Le plus gros revenu a été le divorce d'un couple marié. La femme soupçonnait son mari de la tromper et m'a engagé par l'intermédiaire de connaissances pour le sonder psychologiquement. Au cours des 3 mois de dialogue avec lui dans la salle de sport, je lui ai fait part de tant de doutes sur leur relation qu'il a lui-même demandé le divorce. J'ai reçu 15 000 € pour mes services de conseil. C'était l'apogée de mes pouvoirs. Je me sentais comme un marionnettiste contrôlant des marionnettes. Je pouvais faire tomber les gens amoureux, faire se disputer des amis, détruire l'estime de soi ou au contraire, inspirer la confiance en soi. Mais le pire, c'est que je n'arrivais plus à faire la différence entre la fin des techniques et mon début. Chaque conversation devenait automatiquement une séance d'analyse et d'influence. Même avec mes proches, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus qu'influencer, contrôler, gérer. Lorsqu'un serveur d'un café se montrait impoli, je lançais automatiquement un programme visant à le supprimer émotionnellement. Lorsqu'un vendeur essayait d'imposer un produit, je retournais la situation pour qu'il s'excuse et propose des réductions. J'ai cessé de ressentir des émotions spontanées. Chaque sentiment passait par un filtre. Comment puis-je l'utiliser? Quel type de réaction va-t-il susciter? Est-il rentable pour moi de le montrer? Les techniques sont devenues partie intégrante de ma personnalité. Je ne les ai plus activées ou désactivées. Elles ont fonctionné tout le temps. C'est alors que j'ai commencé à soupçonner que je ne contrôlais plus le processus, mais que c'était le processus qui me contrôlait. L'année 5 a commencé avec un sentiment de contrôle total. Je pensais avoir atteint la perfection, mais c'est à ce moment-là que le système a connu ses premiers revers. Le premier signe est qu'Aliona a soudainement changé. Elle a cessé de réagir aux techniques habituelles. Lorsque j'ai appliqué le schéma standard, félicitations suivies d'une dévaluation, elle s'est contentée de hausser les épaules. C'est toujours ce que vous faites. D'abord tu loues, puis tu rabaisses, je me demande pourquoi. Elle a parcouru nos échanges et les a transmis aux ressources humaines. Aucune violation spécifique n'a été constatée, mais les germes de la suspicion ont été plantés. Mes collègues ont commencé à m'analyser, le chasseur est devenu la proie. Le coup suivant est venu de sa vie privée. Manon a disparu pendant une semaine, puis a envoyé un message vocal. C'est comme si vous m'assembliez à partir de cubes. Je parle, vous répondez immédiatement parce que j'ai besoin d'entendre. Et je me rends compte que ce n'est pas vous, c'est une sorte de script. J'ai peur. Je l'ai écouté 6 fois. Pour la première fois, ce n'était pas du contrôle, mais de la confusion. Non pas à cause de l'exposition, mais parce qu'elle avait raison. Je travaillais à partir de script. Je ne ressentais plus rien. Je me contentais de jouer les bonnes répliques. J'ai passé 3 jours à analyser la situation et à élaborer une nouvelle stratégie. J'ai décidé de jouer sur l'honnêteté, d'admettre une partie de la vérité, mais de la présenter comme de l'affection pour elle. J'ai écrit un long message expliquant que j'avais étudié la psychologie des relations pour mieux la comprendre et que je voulais être un partenaire idéal. Mais même les mots les plus soignés n'ont pas réussi à la convaincre. Manon n'a plus répondu. Au travail, un groupe d'employés a commencé à éviter de communiquer. Théo, qui a fait l'objet d'une expérience de communication schizophrénogène, a déposé un rapport. La raison en était une atmosphère psychologiquement inconfortable. Les ressources humaines m'ont appelé pour parler de l'ambiance dans l'équipe. Les employés se plaignent de l'atmosphère étrange. Ils disent qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec vous. Utilisation de tout l'arsenal, déplacement de la responsabilité. Certains employés traversent une période difficile. Des problèmes personnels affectent les perceptions. Utiliser le gaslighting, ils interprètent peut-être mal mes exigences en matière de qualité du travail. Il a ajouté une fausse inquiétude. Je suis prêt à les aider à s'adapter s'il y a des problèmes spécifiques. Ils ont hoché la tête, pris quelques notes, mais j'ai bien senti qu'ils n'étaient pas dupes. J'ai été transféré à un autre projet, officiellement une promotion.
En réalité, un isolement. Moins de communication, plus de rapport. Camille a commencé à poser des questions gênantes. Pourquoi ne dis-tu jamais ce que tu ressens? Tu ne fais que me demander ce que je ressens? Ou tu te souviens de la dernière fois où tu as été toi-même? Je ne savais pas quoi répondre. Je ne me souvenais de rien. J'étais devenu un système de réaction, un ensemble de schémas. Quelque part, j'avais perdu le vrai moi. Chloé aussi devenait distante. Je l'ai entendu parler. Il n'est pas réel, comme un robot programmé pour être gentil. Le pire, c'est que j'ai commencé à m'analyser avec les mêmes méthodes. Je n'arrivais pas à faire la différence entre les émotions authentiques et les réactions calculées. Est-ce que j'ai envie de manger ou est-ce que je profite du déjeuner pour parler? Est-ce que j'aime un film ou est-ce que j'analyse les émotions qu'il doit susciter? Problème de sommeil. S'endort à 3-4 heures du matin en faisant défiler les conversations, en analysant les échecs, réveillé avec un sentiment de travail de nuit. J'ai commencé à appliquer automatiquement les techniques partout. Si un serveur apportait le mauvais plat, je lançais un programme de suppression. Si un voisin fait du bruit, je prévois un impact psychologique. Je ne pouvais même pas parler facilement à ma mère. Chaque conversation était une séance de manipulation. Elle se plaignait de sa santé, j'en profitais pour la culpabiliser. Elle critiquait son mode de vie, je retournais la situation. Mais parfois, je l'ai vu de l'extérieur. Une vieille dame veut parler à son fils, et ce qu'elle obtient, c'est un manipulateur psychologique. À la fin de l'année, j'ai réalisé que je ne contrôlais plus le système. C'est le système qui me contrôle. Les techniques sont devenues au souvenant des réflexes. Je ne peux pas les arrêter parce que je ne me souviens pas de ce que j'étais avant. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu peur. Non pas la peur de l'exposition, mais la peur que le vrai moi n'existe plus. Le plus paradoxal, c'est que malgré les sentiments de peur et de doute, je n'avais pas envie de changer. L'année et demie écoulée s'est déroulée dans un étrange état de dissociation consciente. Je me suis rendu compte que le système m'avait absorbé, mais je n'avais aucune envie d'en sortir. Au contraire, j'ai continué à l'améliorer. Après des échecs, j'ai développé des méthodes plus subtiles. J'ai cessé d'être évident et j'ai appris à créer l'illusion de la spontanéité. Si j'étais chirurgien, je suis maintenant pharmacien. L'effet est subtil mais constant. Dans son nouveau poste, il travaille avec des clients externes. C'est là que les techniques se sont épanouies. Négociation, présentation, tout ce qui a trait à l'influence psychologique est considéré comme la norme. Il a appris à lire les gens en quelques minutes, a découvert des faiblesses grâce à des tests psychologiques déguisés, proposer des solutions que les clients croyaient être leurs idées. Les revenus se multiplient. Les hommes d'affaires payaient simplement pour être présents lors des négociations. Je pouvais faire pencher la balance avec la bonne ligne. La vie personnelle s'est stabilisée. Après avoir perdu 3 filles, j'ai changé de stratégie. Pas de relations à long terme, seulement des relations à court terme avec une compréhension claire des limites. Je suis devenu plus honnête avec moi-même. J'ai reconnu que j'utilisais les gens pour me libérer et m'intéresser à eux. J'ai cessé de me faire des illusions sur la recherche de l'amour. Parfois, j'ai des remords. En général, la nuit, je vois les visages de ceux que j'ai brisés. Théo qui a quitté son travail. Manon qui avait peur de se faire confiance. Mais les moments passent. Le matin, je me rends compte que le monde fonctionne comme suit. Quelqu'un est influencé. Quelqu'un est influencé. J'ai choisi la première catégorie. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de faire la différence entre la sincérité et le calcul en moi-même. Lorsque je me sens coupable, s'agit-il d'une émotion réelle ou d'une réaction automatique? J'essaie de me déconnecter, d'être moi-même. Mais qui est moi-même? Un homme d'il y a 6 ans semble faible et naïf, je ne veux pas revenir en arrière. Les techniques sont devenues si profondément ancrées en moi que je ne peux pas imaginer la vie sans elles. C'est comme refuser de parler, c'est possible, mais cela signifie devenir handicapé. Aujourd'hui, je vis dans un appartement loué, je travaille à distance et je donne des conseils sur les négociations et la gestion des conflits. Les clients sont heureux. Personne ne pose de questions sur les méthodes. Je n'ai pas d'amis proches. J'ai des connaissances utiles, des relations temporaires. Ce n'est pas une dépression. C'est un choix conscient. L'intimité requiert de la vulnérabilité et je ne sais pas comment être vulnérable. Je rencontre des gens qui sont comme mon ancien moi, peu sûr d'eux, en quête d'acceptation. Et je choisis de les utiliser plutôt que de les aider. Ce n'est pas par méchanceté, c'est tout simplement naturel. C'est la raison pour laquelle j'écris ce billet. Pas pour me repentir, je ne me repens pas. Pas pour me vanter, je n'ai pas besoin d'approbation. C'est une question pour ceux qui comprennent. Je ne sais pas où se situe la limite entre l'outil et l'essence. Il m'aide dans mon travail, dans mes relations, dans ma vie de tous les jours. Mais parfois, j'ai l'impression de disparaître dans le processus. Faut-il continuer ou dois-je essayer de m'arrêter? Existe-t-il un moyen de s'en sortir si l'entrée prend trop de temps? Et la grande question est-ce que l'un d'entre vous veut sortir ou réalisons-nous que c'est une route à sens unique? L'histoire de Sable Mind s'est terminée aussi vaguement qu'elle avait commencé, avec une question sans réponse. En l'espace de quelques jours, son message a suscité des dizaines de commentaires de la part d'utilisateurs de CNET. Certains ont partagé des expériences similaires, d'autres ont débattu des limites morales et d'autres encore se sont contentés d'observer. Mais Sable Mind lui-même n'a plus jamais été vu sur le forum. La dernière fois, il est arrivé 3 jours après avoir posté un message, a répondu aux commentaires
et a disparu. Peut-être a-t-il trouvé sa réponse, ou peut-être s'est-il rendu compte que la question était erronée. Ce qui m'a frappé dans cette histoire, ce ne sont pas les techniques utilisées par le héros. La plupart d'entre elles sont bien connues en psychologie. J'ai été frappé par l'évolution d'un homme qui a commencé par vouloir améliorer sa communication et qui a fini par perdre toute capacité à être sincère. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il ne veut pas redevenir comme avant. Il ne veut pas changer, il cherche méthodiquement la réponse. SableMind a posé des questions auxquelles il n'y a pas de réponse facile. Où se situe la limite entre la compréhension de la psychologie et la manipulation? Est-il juste d'exploiter les faiblesses des autres pour son propre bénéfice si cela permet de réussir? Et surtout, est-il possible de s'arrêter une fois que le système fait partie de soi? Chacun d'entre nous influence les autres au quotidien, par ses paroles, ses actes, voire son silence. Mais quand cette influence devient-elle un outil conscient de contrôle? Et devons-nous condamner une personne parce qu'elle est simplement plus efficace en utilisant les mêmes mécanismes que tout le monde? Pensez-y la prochaine fois que quelqu'un vous dira exactement ce que vous voulez entendre. Comme toujours, Monsieur Dark Web. Bonne soirée et à bientôt dans les recoins sombres du web que nous explorons ensemble.